Bonjour, bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau webinaire qui est consacré au lien entre le temps et à la ville. Ça va durer à peu près 1 heure. On va essayer de tenir les temps. Et donc, moi, je suis Lola Roy, chargée de prospective urbaine chez LDV Studio Urbain et en charge du coup de ce nouveau format, parce que c'est le deuxième, mais qu'on espère faire perdurer tous les mois de ce format. Donc, je vais revenir assez rapidement sur l'agence pour recontextualiser aussi un petit peu la raison pour laquelle on décide de partager avec vous ce contenu. Et puis ensuite, je laisserai Aglaé Desfrancs, qui m'accompagne pour ce webinaire, introduire la présentation. Donc, LDV Studio Urbain, nous, en fait, dans l'équipe, on a un peu deux casquettes, celle d'une agence et celle d'un média. LDV Studio Urbain s'est créé en 2017 par Johan Sportouche. C'est une agence de communication urbaine, de prospective et de conseil pour tous les acteurs de la fabrique urbaine, en fait. Donc, en fait, on accompagne les acteurs de la fabrique de la ville, qu'ils soient privés ou publics, à décrypter les enjeux des évolutions de nos villes. Donc, concrètement, on va réaliser à la fois des stratégies de communication pour les acteurs, du coup, encore une fois, de la fabrique de la ville. On va aussi créer du contenu, donc des articles, des formats vidéo, aussi forcément liés au sujet urbain. Et puis, on va aussi travailler sur des projets urbains innovants. Donc ça, c'est vraiment ma mission principale. En fait, on accompagne particulièrement du coup les promoteurs immobiliers, mais aussi du coup les équipes projets dans leur réponse d'appel à projets urbains. Donc nous, on est surtout missionnés du coup en phase consultation. L'idée, c'est qu'on les accompagne à la fois du coup dans tout ce qui est diagnostic, mais aussi dans la conception même du projet. Notre rôle principal dans cette mission-là, c'est notamment de partir à la rencontre des acteurs locaux. Donc de toutes les personnes, les habitants, les commerçants, les associations locales, même les entreprises en fait, qui sont déjà dans le quartier existant dans lequel le projet urbain va s'implanter, et puis du coup qui activent déjà des dynamiques qui sont très locales, des dynamiques sociales, culturelles, économiques, de mobilité. Voilà, toutes les personnes finalement qui sont déjà présentes sur un territoire et avec qui on va travailler. Mais je vous en dirai un peu plus à la fin du webinaire, notamment pour vous dire comment, grâce à ces acteurs locaux, on travaille aussi ces notions de temporalité urbaine. Et au-delà de ce travail aussi, sur LDV Studio Urbain, de travail avec les acteurs locaux, on accompagne aussi l'équipe projet et les promoteurs dans la mise en récit de cette réponse. Et donc, concrètement, on réalise aussi la rédaction et la mise en page. LDV Studio Urbain, c'est l'émanation aussi de la revue web Lumière de la ville, dont l'objectif est d'éveiller les consciences citoyennes sur le fait urbain et aussi de faire émerger le concept d'urbanité comme un droit pour tous. Ce web magazine, c'est initialement une idée de Roland Castro, et puis c'est du coup Johan Sportouche qui en est le rédacteur en chef. Et en fait, ce qui est intéressant pour nous, en tout cas dans l'équipe, qui est une équipe assez pluridisciplinaire, on est à la fois des urbanistes et des architectes et des communicants, c'est que l'agence et le média se nourrissent et sont assez interdépendants. Et en fait, l'idée, c'est que du coup, toute cette veille, toutes ces recherches, tous ces articles aussi qu'on va lire, nous, pour nourrir nos articles sur le maire de la ville, eh ben, ça va du coup nourrir nos réflexions, ça va nous permettre de nous tenir au courant des dernières tendances urbaines, des dernières innovations, tout ce qui est lié à la fabrique de la ville. Et du coup, c'est des inspirations comme ça qu'on va pouvoir intégrer très concrètement dans les projets urbains. Donc, les deux sont vraiment interdépendants. Voilà globalement ce qu'on fait. Si vous avez des questions à ce sujet-là sur nos activités, n'hésitez pas à nous envoyer des messages sur le chat de Zoom, ou encore mieux de prendre contact aussi avec nous de manière plus individuelle. C'est aussi des fois un peu plus simple de prendre contact par mail ou par téléphone pour qu'on vous en dise un petit peu plus si ça vous intéresse. Donc ce webinaire, il va se dérouler de la manière suivante. On va d'abord revenir un petit peu sur l'historique entre les liens entre le temps et la ville. Ensuite, on partira sur une partie un peu plus théorique où on va revenir sur les concepts qui sont liés à cette notion. Dans une troisième partie, on vous présentera des pistes d'action concrètes. Donc, ce sont des projets, des initiatives qu'on trouve inspirants. Et puis, on terminera ce webinaire par vous partager aussi du coup notre vision prospective et par vous parler du coup un petit peu aussi de nos engagements et de nos actions pour intégrer cette notion dans notre travail.
Voilà, donc là, je vais laisser la parole du coup à Aglaé Desfrancs qui va présenter ce webinaire avec moi. Et du coup, Aglaé, je te laisse te présenter et puis commencer ce webinaire. Merci Lola. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Aglaé Desfrancs, ancienne cagneuse et puis étudiante à l'ESSEC dans la chaire d'économie urbaine. Chez LDV, je suis rédactrice pour notre média Lumière de la Ville et je m'occupe également de sujets de prospective urbaine. Voilà, je vous propose de commencer à entrer dans le vif du sujet en explorant les relations entre le temps et la ville, qui sont deux notions intimement liées à la question de l'espace et du temps. Alors, pourquoi parler du temps dans la ville aujourd'hui? C'est vrai que le temps, ça a toujours été un sujet de réflexion dans nos villes, ce depuis très longtemps, mais on peut dire que deux grandes tendances actuelles remettent le sujet au goût du jour. La première, c'est celle de l'accélération des temps urbains, qui s'est traduite entre autres dans les métropoles, avec cette volonté de penser au toujours plus vite, plus rapide, plus efficace. On va par exemple parler de New York comme la ville qui ne dort jamais, ce qui peut être représentatif de cette accélération des temps urbains. Et puis au contraire, on a une deuxième tendance qui va être totalement opposée à cette première, qui est une volonté de ralentir, d'apaiser l'espace urbain et l'espace public. Bien sûr, cette notion-là, elle est d'autant plus d'actualité en ces moments de confinement. Alors, qu'est-ce que le temps? Comment est-ce qu'on pourrait aborder cette notion? Bien sûr, nous ne sommes pas les premiers à aborder la notion du temps dans la ville. C'est d'ailleurs une notion qui doit vous paraître assez intuitive. Donc, la majorité d'entre vous imagine bien ce à quoi cela fait référence. Pourtant, on peut observer que dans l'emploi qu'on fait du temps, particulièrement dans le cadre de la fabrique urbaine, on va faire référence seulement à certains concepts en particulier. Par exemple, on parle de la ville du quart d'heure, qui sont en fait des espèces de sous-concepts du temps dans la ville. Donc nous, notre travail de notre côté, ça a été d'essayer de repartir de zéro pour voir quels liens fondamentaux unissent le temps et l'espace. Pour cela, on s'est concentré véritablement sur la notion du temps et nous sommes parvenus à une conclusion, c'est que le temps est une définition extrêmement complexe à définir puisque sa définition, justement, varie selon les sciences en question. Donc, nous avons décidé de confronter ces différentes sciences, ces différentes approches et ces différentes définitions pour trouver un point commun dans l'usage du concept du temps. Ce point commun que nous avons trouvé, c'est la relation très intime du temps avec l'espace. Donc, rapidement, je vous propose de vous donner quelques exemples. Donc, en sciences, par exemple, on parle d'espace-temps quantique. En fait, le temps serait la quatrième dimension de l'espace. En histoire, on voit bien que le temps et l'espace sont aussi reliés. On peut, par exemple, parler d'architecture. En fait, le temps, l'histoire va marquer l'espace physique. En philosophie, Kant, dans la critique de la raison pure, prouve que les deux formes a priori de la sensibilité, ce sont le temps et l'espace. En fait, cela voudrait dire qu'on ne voit le monde qu'au travers ces deux prismes-là. Enfin, un dernier exemple, dans une approche un peu plus religieuse, on voit qu'on a créé des espaces qui sont destinés à des temps en particulier, des temps sacrés, par opposition à des temps plus profanes. Donc, ces espaces-là, ça peut être des temples, des mosquées, des églises, des synagogues, qui répondent en fait à une véritable logique d'ancrer spatialement un temps en particulier. Donc, on voit donc que le temps et l'espace sont deux notions qui sont inséparables, mais l'approche la plus traditionnelle de l'espace et du temps est sans doute la plus intéressante pour notre sujet urbain. C'est évidemment celle de la géographie parce qu'elle porte sur les espaces et les sociétés. Alors, la réflexion géographique, elle est solidement ancrée justement dans le temporel. 3 pistes de réflexion qui lient espace et temps en géographie que l'on va vous présenter tout de suite. Donc la première, c'est le fait qu'en géographie, le temps, c'est une mesure d'une distance spatiale, c'est-à-dire que ça va être le temps nécessaire à un individu pour parcourir un espace donné. Donc une notion particulièrement liée à la question des mobilités qu'on abordera plus tard.
La deuxième piste de réflexion qui lie espace et temps en géographie, c'est le fait que l'espace-temps géographique, en fait, soit un processus culturel d'appropriation de l'espace physique par l'homme, et cela dans le temps. Donc, par exemple, on va définir des lieux qui vont être destinés à des temps en particulier, comme les temps religieux dont je parlais juste avant, qui vont permettre finalement d'objectiver le temps dans l'espace. Donc, par exemple, on va associer le lit à la nuit, la chambre à la nuit, le bureau au travail, etc. Enfin, la troisième piste de réflexion qui permet de lier le temps et l'espace en géographie, c'est la notion de rythme. On voit que le temps et l'espace n'évoluent pas au même rythme, puisque l'espace physique, au contraire du temps, présente certaines formes de pesanteur. Ça peut être le coût d'un chantier, mais aussi le temps de construction, l'obsolescence des matériaux, etc. Finalement, on voit que le temps et l'espace ne sont pas toujours en adéquation totale, et on peut dire que le temps va marquer l'espace et l'espace, lui, va s'adapter au temps en retour. Cela voudrait finalement dire que le temps est irréversible et qu'au contraire, l'espace l'est. On pourrait alors penser que le temps a une influence absolument incontrôlable sur nos villes et irrémédiable. Au contraire, on pourrait aussi imaginer qu'on a essayé de dompter ce temps en ville en créant des temporalités qui sont propres à l'espace urbain et à ses habitants, à ses populations, dans le but justement de ne plus subir ce temps, mais de le choisir en quelque sorte. Donc, pour conclure, on peut dire que la ville est un espace-temps. Dans la ville espace-temps, la ville-temps, elle renvoie à une conception du temps, elle va renvoyer à un vécu, à des aspirations, donc à quelque chose de subjectif, alors qu'au contraire, la ville-espace, elle va renvoyer à une structure objective. Ça va être, par exemple, des bâtiments, un ancrage véritablement physique. On voit donc finalement par cela que la ville n'est pas du tout une entité unidimensionnelle, qu'elle évolue dans le temps et avec le temps et selon des temporalités et des rythmes qui sont extrêmement différents. On peut donc parler de paysages temporels pour les villes. Ces paysages temporels, ils sont dominés par l'histoire, l'architecture, la géographie, l'économie, les relations sociales. Je vous propose maintenant d'aborder les temps de nos vies urbaines. À quel temps peut-on penser au quotidien lorsqu'on aborde la question du temps en ville? Une première réflexion, d'abord, on a tendance à opposer par binôme conceptuel des temps. Par exemple, on va parler du temps court contre le temps long, d'un temps linéaire ou d'un temps cyclique, de temps individuel, de temps collectif, ou encore de tradition ou d'innovation. Si on a tendance à penser ces temps selon ces duos-là, cela ne veut pas toutefois dire qu'ils sont toujours opposés et absolument incompatibles. Par exemple, on peut dire qu'un projet temporaire, donc qui s'ancre dans le court terme, peut s'inscrire dans une démarche de plus long terme, donc il ne faut pas tomber dans la caricature. Mais il existe aussi des temps qui vont être pensés plus indépendamment de ces duos. Ça peut être les temps et les rythmes sociaux, par exemple le travail, les repas, les rencontres, les lieux de sortie. Ça peut être les époques, qui sont davantage liées à l'histoire de la ville. Ça peut être aussi les mobilités, par exemple les durées de trajet, ou encore les générations, qui sont des formes de temporalité qui cohabitent au sein des villes. On voit donc qu'il existe énormément de temps différents dans la ville. Donc, plutôt que de parler du temps dans la ville, il faut peut-être parler des temps dans la ville. Nous, on a choisi d'aborder la notion de temporalité urbaine pour essayer de comprendre cette notion de temps urbain. Déjà, une petite parenthèse sur la notion de rythme. La notion de rythme, elle est assez intéressante pour la question des temporalités en ville, puisqu'elle va permettre une approche sociale, plus sociale de la question. En fait, le rythme, c'est une cadence, c'est la vitesse de réalisation de quelque chose, et on l'emploie souvent dans le cadre de la répétition. On va parler, par exemple, de rythme de vie, et on pourrait illustrer ça par des rythmes comme métro, boulot, dodo, que l'on connaît bien.
Sur la notion de temporalité, elle, c'est une notion qui est à la fois plus vaste et plus fine que la question du temps. En fait, la temporalité, c'est ce qui a une valeur temporelle. En fait, la notion de temporalité renvoie à une échelle de grandeur du temps. On va parler de temporalité du court, du moyen, du long terme, mais aussi dans des exemples un petit peu plus divers, de temporalité du chômage, de temporalité sociale. Donc, c'est une notion qu'on peut aborder en fait dans de très nombreux domaines. Nous, on va utiliser ce terme, puisque les temporalités urbaines, toutes les temporalités urbaines vont forger le temps urbain. En fait, pour nous, le temps urbain, c'est un espèce d'amas de la temporalité sociale, de la temporalité environnementale, mais aussi de la temporalité du progrès et de la temporalité économique. Quand on parle de temporalité sociale, on pense souvent aux populations qui peuplent la ville, donc ça peut être les générations, mais ça peut être aussi les temps sociaux dont je vous parlais auparavant, comme le travail. La temporalité environnementale, elle va être davantage liée à la question du durable, de l'urgence climatique. La temporalité du progrès, ça va être la temporalité du progrès technologique et scientifique. Et enfin, la temporalité économique, elle va être un petit peu plus terre à terre, ça va être celle du financement, par exemple, d'un projet de construction ou d'aménagement d'un quartier. Alors maintenant, je vous propose d'aborder la question des enjeux qui sont liés au temps dans la ville. Donc, je vous parlais des mobilités avec la question de la géographie, des relations entre l'espace et le temps dans la géographie. En fait, on voit que les mobilités, c'est un des plus gros enjeux du temps dans la ville puisqu'ils rendent visible véritablement la modulation du temps dans la ville. Mais il y a aussi la question des usages sociaux qui vont se calquer sur les temps et les rythmes des populations. Ils vont aussi évoluer en fonction du temps. Par exemple, on peut voir un apaisement des usages la nuit. Il y a l'enjeu de la construction des bâtiments, avec la question de la durée de vie des bâtiments, mais aussi de la programmation, qui peut être de plus ou moins long terme. Et puis enfin, il y a la question de l'espace public, qui permet aussi de relier l'ensemble des temporalités dans la ville. On va voir que l'espace public, il est lié à la question des mobilités, mais aussi à la question des temporalités, puisqu'il va changer de visage en fonction, par exemple, des saisons. Il y a une grosse différence entre l'espace public l'été et l'hiver, ou encore le jour et la nuit. Donc maintenant que les liens entre le temps et la ville n'ont plus de secret pour vous, je vous propose de vous poser la question finalement de qui est concerné véritablement par cette question. La question du temps dans la ville, c'est un sujet de société dans son ensemble en fait. Donc les personnes qui vont être concernées par cette question, ça va être les professionnels de la fabrique urbaine, dont la mission va être de participer à rendre nos villes plus vivantes, plus appropriées, et qui pour cela, bien sûr, doivent connaître et s'adapter aux temporalités urbaines. Il y a aussi les services publics qui vont permettre d'encadrer, aussi de prendre des décisions pour assurer à la fois l'investissement et l'attractivité des territoires. Ils vont donc donner un rythme aussi aux villes par leurs horaires d'ouverture, les horaires d'ouverture des services publics dans les villes. Il y a les associations, les commerçants, les entreprises, donc issus d'une sphère un peu plus économique, qui vont rythmer les temporalités économiques et sociales en ville et participer aussi au dynamisme des villes, des quartiers, par leurs horaires d'ouverture, par les horaires de travail. Enfin, bien sûr, il y a les citadins et les citadines qui sont ceux qui travaillent, investissent quotidiennement l'espace public, la ville, selon diverses temporalités et qui vont participer concrètement au ralentissement ou au contraire à l'accélération des rythmes urbains. Donc ces personnes, à la fois acteurs et actrices du développement et de l'intégration du temps dans la ville, vont être celles qui vont réfléchir et aussi qui vont agir afin de répondre aux trois grandes problématiques suivantes.
La première, c'est comment fait-on pour assurer une prise en compte complète des temporalités urbaines dans la fabrique de la ville, pardon. En fait, cela signifie comment est-ce qu'on fait pour ne pas provoquer d'interstices temporels dans la ville, comment peut-on exploiter un bâtiment de jour comme de nuit, ne pas avoir de vacances temporelles sur les bâtiments. Il y a la question aussi du long terme, de la pérennité des bâtiments par opposition à l'obsolescence programmée. Comment penser en fait finalement la ville du futur et de quoi seront composées justement les temporalités de cette ville du futur. Je vous propose de laisser la parole à Lola qui va vous expliquer plus concrètement quelques théories sur le temps et la ville. Merci Aglaé. Donc, pour cette deuxième partie, l'idée, c'est de s'intéresser à quelques concepts qui se sont intéressés à cette notion de temps et de ville. Et avant cela, on voulait revenir du coup sur les politiques publiques qui ont fait émerger, enfin les politiques temporelles qui ont émergé depuis une quarantaine d'années en France et puis aussi dans le reste de l'Europe. Tout d'abord, c'est quand même une notion qui a longtemps été inexplorée en fait du service public parce que traditionnellement, on a vraiment dissocier l'approche du temps vécu et celle de l'espace. Et puis progressivement, avec ces dates, l'État et puis les collectivités territoriales ont vraiment porté une attention nouvelle à ces politiques, à ces questions temporelles et puis à leur inscription territoriale. Et comme ça, progressivement, du coup, la planification temporelle va devenir tout aussi importante que la planification de l'espace. Donc, en fait, déjà, c'est assez intéressant de voir que ces politiques temporelles, elles ont émergé à peu près au même moment que des problématiques liées au genre. Alors, quel est le rapport? Eh bien, dans les années 80, les premières personnes qui ont commencé à en parler, à faire émerger cette notion de politique temporelle, eh bien, ce sont les femmes du Parti communiste italien qui ont notamment rédigé un projet de loi intitulé « Les femmes changent le temps », une loi pour rendre plus humains les temps de travail, les horaires de la ville et les rythmes de la vie. En 1980 toujours, Jean-Yves Boulin, qui est un sociologue dont je vais vous parler juste après, lui aussi s'intéresse à cette notion-là et va également écrire, lui, un rapport intitulé « Pour une autre organisation sociale du temps », dans lequel il va questionner les rapports entre les temps de travail et ceux de la sphère sociale et familiale. En fait, plus largement que des problématiques liées au genre, ce sont surtout liées à des évolutions sociales et sociétales. En fait, on est dans une décennie qui est profondément marquée par la revendication des 35 heures, par le développement aussi des congés payés. Et donc, on va avoir comme ça une sorte de temps libre assez inédit qui va s'offrir aux urbains et qui va questionner leur rapport à la ville et du coup, qui va aussi leur permettre de pratiquer d'une manière un peu différente les espaces urbains. Et à partir de ces questionnements-là et de ces évolutions-là, on a des politiques qu'on appelle bottom-up qui vont commencer à se développer un peu partout en Europe. En Italie, par exemple, dans les années 90, au début 90, il y a une loi de décentralisation qui est votée et qui en fait va offrir la possibilité, voire presque le devoir en fait aux villes italiennes d'organiser des concertations locales concernant l'harmonisation des horaires des services publics et ceux du privé. Et ça, ces dynamiques de concertation locale, elles vont aussi beaucoup émerger dans les pays nordiques. Et puis du coup, donc progressivement, comme ça, on voit apparaître en Italie, en Espagne, en France, en Allemagne, aux Pays-Bas, des politiques d'aménagement des temps quotidiens. Ces politiques d'aménagement des temps quotidiens, elles vont se renforcer dans les années 2000 avec la création des bureaux des temps municipaux. Donc, l'objectif de ces bureaux des temps, ça va être vraiment du coup, de pallier à la difficulté des habitants, de combiner leurs horaires de travail et ceux des services publics. Dans ces bureaux des temps, ils vont être vraiment importants et par exemple, en Italie, ils vont même être obligatoires pour les villes de plus de 30 000 habitants. En 2000, on a aussi la création, pour renforcer ces politiques temporelles-là, de Tempo Territorial, qui est un réseau en fait, d'acteurs qui s'engagent à ce sujet et en fait, qui regroupe du coup des collectivités territoriales qui s'investissent dans les politiques temporelles sur leur territoire.
Voilà, donc un rapide historique non exhaustif, mais du coup, parce qu'il y a aussi de nombreuses études, il y a des fonds européens qui ont été dédiés à cela, mais l'idée, c'était de bien montrer comment l'évolution des politiques temporelles, elle émerge surtout en rapport avec les temps de travail. Et donc maintenant, on va passer à quelques spécialistes qui se sont intéressés au sujet et qui ont fait émerger du coup des concepts. Jean-Yves Boulin, qui est l'un des premières personnes à s'y être intéressé. En fait, lui, donc c'est un sociologue qui est chargé de recherche au CNRS et qui est aussi vice-président de Tempo Territorial dont je vous parlais. Et du coup, lui, il s'y intéressait à travers son regard de sociologue du travail, notamment dans le cadre d'une étude avec la Fondation de Dublin qui concernait l'amélioration des conditions de vie et de travail. Et donc, dans son rapport pour une organisation sociale du temps, en fait, il va s'intéresser aux tensions et aux conflits qui peuvent exister entre les temps de travail, les temps de la sphère familiale et sociale et ce qu'il appelle les structures temporelles des territoires. Donc, c'est tout ce qui va être horaire des services publics, des transports, des structures scolaires, etc. Et en fait, il va notamment qualifier la structuration des horaires de service d'un territoire, la couleur temporelle d'un territoire, donc un terme un peu poétique. Et il va expliquer que la couleur temporelle d'un territoire, ça évolue en fonction du contexte, en fonction aussi de l'activité qui prédomine sur un territoire, si c'est une ville plutôt industrielle, plutôt touristique, de services, etc. Et donc, grâce à ce spécialiste, à ce sociologue-là, qui s'intéresse au sujet, on va avoir une prise en compte progressive de cette notion dans les politiques d'aménagement urbain. Plus récemment et surtout plus connu, on a la ville du quart d'heure qui est un concept qui a émergé. Donc pour revenir dessus, la ville du quart d'heure, c'est basé sur le fait que dans la ville, dans un territoire, on a 6 fonctions sociales urbaines essentielles que sont habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, apprendre et s'épanouir. Et dans la ville du quart d'heure, toutes ces 6 fonctions-là doivent être accessibles les unes aux autres en moins de 15 minutes à pied ou de 5 minutes en vélo. Et donc, c'est l'experte de la Smart City et professeur à Paris-Sorbonne qui a conceptualisé la ville du quart d'heure. Et en fait, à travers ce concept, Carlos Moreno, il veut surtout mettre en avant 2 enjeux que sont l'accessibilité et l'hyperproximité. Donc concrètement, Carlos Moreno va nous donner des pistes d'action assez concrètes pour intégrer des enjeux d'hyperproximité et d'accessibilité dans la fabrique urbaine. Ça demande par exemple de développer une certaine mixité fonctionnelle des bâtiments. Ça demande aussi bien sûr d'avoir une densification non négligeable des centres urbains ou encore d'optimiser la palette de services d'un territoire grâce au numérique, notamment ce que Carlos Moreno prône avec la Smart City, mais aussi grâce, par exemple, à des nouveaux modèles collaboratifs ou de partage qui émergent beaucoup en ce moment. Au centre de ce concept, bien sûr, il y a aussi des notions de développement durable, notamment d'environnement. L'un des grands enjeux de l'hyperproximité, c'est la présence et l'émergence de mobilité décarbonée en ville, et aussi l'intégration d'une nouvelle biodiversité dans les centres urbains, notamment grâce aux circuits courts. La ville du quart d'heure, ça a été l'une des ambitions phares de la ville de Paris, d'Anne Hidalgo et de Paris en commun. Et c'est intéressant de voir aussi comment ça a un petit peu traversé les frontières. Alors, avec quelques minutes de différence parfois, on passe de 15 à 20. Mais le cas de Melbourne est assez intéressant pour ceux qui ne connaissent pas bien cette ville. En fait, Melbourne, c'est une ville qui s'est largement étendue avec le développement de ses suburbs. L'agglomération urbaine aujourd'hui, elle s'étale sur 9 900 km² et elle concentre un peu moins de 4,5 millions d'habitants. Et du coup, il y a des vrais enjeux parce que du coup, il y a un étalement urbain très grand, une faible densité qui font qu'aujourd'hui, c'est l'une des villes les plus étendues au monde. Et donc, la municipalité a mis en place un plan de réorganisation spatiale qui s'appelle 20 Minutes Neighborhoods, qui reprend un petit peu du coup ces enjeux, enfin même beaucoup, ces enjeux de la ville du quart d'heure. Et notamment, grâce à cela, l'idée, c'est vraiment de densifier le centre, de limiter l'étalement urbain et aussi, bien sûr, de réintégrer des formes de nature en ville. Voilà, donc ça, c'est en Australie, mais le modèle, il s'est aussi exporté au Canada, à Ottawa, en Écosse, à Édimbourg, au Danemark, à Copenhague,
Et c'est intéressant de voir comme ça qu'il y a il y a quelques villes en tout cas qui commencent vraiment à s'approprier cette nouvelle urbanité. Un autre concept tout aussi intéressant, la ville malléable. La ville malléable, bien sûr, on retrouve des enjeux qui sont transversaux avec la ville du quart d'heure, mais pour le coup, la ville malléable, elle se concentre particulièrement sur deux enjeux que sont favoriser l'intensité urbaine et limiter la consommation d'espace. Et cela notamment grâce à la flexibilité des aménagements urbains. L'idée pour créer des aménagements urbains flexibles, c'est notamment de réfléchir à leur modularité, à leur polyvalence et à des logiques de multi-usage. Ce concept-là, c'est notamment Luc Wadinski qui travaille et qui en parle, donc qui est un géographe et le directeur d'un master à l'université Grenoble-Alpes. Et en fait, Luc Wadinski, il a beaucoup travaillé notamment sur la logique de partage de l'espace, de polyvalence d'usage dans diverses temporalités de la journée et de la nuit, qu'il traduit aussi, lui, par des pistes d'action très concrètes. Par exemple, voilà, il s'est transformé un bâtiment donc, dédié au service public la journée en un dortoir la nuit pour des personnes en précarité. Dans la mobilité, c'est par exemple transformer un tramway qui sert à des usagers lambda dans la journée en transport de marchandises pendant les heures creuses ou bien la nuit. Ce qui est intéressant dans les réflexions de Wadinski et dans la ville malléable, c'est qu'il va aussi beaucoup aborder tout ce qui est notion de temps commun. Et en fait, ce qu'il explique, c'est que quand on favorise l'intensité urbaine, quand on limite la consommation d'espace et quand on rend les bâtiments flexibles, et ben, ça va nécessairement activer des dynamiques qui sont très locales et créer du lien social entre les habitants, les usagers de bâtiments ou d'un bâtiment ou d'un quartier. Et du coup, ça rend naturellement des villes plus humaines et plus durables. Luc Wadinski s'intéresse aussi beaucoup du coup, aux temporalités du jour et de la nuit. Il a notamment écrit un ouvrage qui s'appelle La ville 24/24, dans lequel il nous invite vraiment à avoir une nouvelle approche du temps et à construire et à investir comme ça différemment nos espaces urbains. Voilà, on a d'autres spécialistes bien sûr qui en ont parlé. L'idée, c'était de vous présenter quand même ces trois personnes et ces concepts et de s'intéresser maintenant au terme de la tendance de chrono-urbanisme. Le chrono-urbanisme, c'est un terme qui a été utilisé pour l'une des premières fois par François Escher en 1997 dans son ouvrage du vivre en juste à temps au chrono-urbanisme, dans lequel il dit notamment « Les pouvoirs publics locaux doivent intégrer la dimension temporelle dans l'aménagement urbain. La ville est combinaison de lieux, de mouvements et de temps. Concevoir, réaliser et gérer les villes exige donc la prise en compte simultanée du cadre bâti, des flux et des emplois du temps. » Et en fait, c'est intéressant parce que cette vision chronotopique de la ville, c'est cette idée selon laquelle le temps et l'espace sont vraiment intimement liés. Et finalement, toutes ces politiques temporelles, toutes ces transformations des temps de travail et ces liens entre les temps sociaux, etc., elles ont fait émerger cette tendance elle-même en fait du chrono-urbanisme, qui aujourd'hui, c'est plus qu'un concept, c'est devenu un nouveau mode de faire finalement. C'est une sorte presque de néo-urbanisme qui va prendre pleinement en compte l'évolution des modes de se déplacer, d'habiter, de consommer, de fabriquer, de construire la ville, d'investir la ville dans la transformation de nos espaces urbains. Et ça paraît assez essentiel aujourd'hui parce que ça évolue très vite avec la croissance démographique, avec le développement de nouvelles technologies du digital. On a des dynamiques comme ça qui évoluent très vite et dont la fabrique de la ville doit s'emparer et doit intégrer pleinement, notamment dans les projets urbains. Et le chrono-urbanisme, c'est vraiment le sujet. Voilà pour cette partie un peu théorique. Je laisse la parole à Aglaé pour cette troisième partie et je vous retrouve pour la conclusion de ce webinaire. Donc l'idée maintenant, c'est de rentrer véritablement dans le concret avec quelques exemples qui prennent en compte les temporalités dans l'espace urbain. Donc, tous les exemples que nous allons vous présenter, ils explorent les 4 grands enjeux dont nous vous parlions tout à l'heure, le bâtiment, les usages sociaux, les mobilités et l'espace public. Et ils sont classés selon cette forme de pyramide temporelle
que vous voyez sur la slide, donc qui part du court terme pour atteindre progressivement le long terme, en passant par l'obsolescent, l'éphémère, le temporaire, le tactique. Voilà, donc je vous laisse découvrir avec moi ces temporalités. La première temporalité qu'on voulait explorer avec vous aujourd'hui, c'est celle du quotidien, donc qui est une temporalité ancrée, on peut dire, en quelque sorte dans le court terme, qui va s'intéresser à des temporalités comme le jour, la nuit et la journée. Les deux axes d'approche que nous trouvons intéressants dans cette temporalité-là, c'est l'idée d'exploiter en continu des lieux la journée et l'idée d'exploiter en continu les lieux la nuit, donc lors de la vacance nocturne des bâtiments. Donc, le premier exemple dont je vais vous parler, c'est un projet qui a été monté aux États-Unis à la suite d'un constat. Le fait que les restaurants et les bars connaissent des heures creuses au cours desquelles leurs locaux sont presque vacants. Donc, ce sont deux entreprises, Kettle Space et Spacious, qui ont développé une solution de coworking au sein de ces espaces-là pendant les heures creuses pour exploiter en continu les locaux. On voit ici que cet exemple, en fait, il représente tout l'enjeu de la ville multifonctionnelle. La multifonctionnalité, elle permet en fait d'assurer une forme de continuité d'usage dans le temps. Ça peut être en temps de crise, comme nous vivons aujourd'hui, mais aussi ça peut être dans des temps plus quotidiens, donc permettre un usage à la fois complet et à la fois pérenne de certains espaces urbains. Le plus dans ce projet-là, c'est qu'il y a bien sûr une mutualisation des espaces, mais aussi une mutualisation des frais financiers. Le deuxième exemple qui concerne cette temporalité du quotidien, c'est ce parking à Miami qui a été construit lui aussi selon le principe de la multifonctionnalité. Donc, vous le verrez un peu tout au long de ces exemples. On a choisi plusieurs fois, à plusieurs reprises, de vous présenter des exemples de parking assez innovants parce que généralement, ces parkings, ce sont des bâtiments qui sont un peu laissés de côté ou du moins qui vont être dédiés à une seule catégorie de personnes, les automobilistes, alors qu'en réalité, en fait, on peut voir en eux de véritables opportunités d'intégrer de nouvelles dynamiques, de travailler en fait les temporalités urbaines. Donc ce parking-là, il répond justement à cet enjeu-là, il est assez intéressant puisque à la nuit tombée, le dernier étage du parking va se transformer en scène urbaine, donc il va accueillir des spectacles, des événements culturels, qui est en fait un moyen d'exploiter le bâtiment de jour comme de nuit et puis surtout de mixer les usages. La deuxième temporalité qui est assez intéressante à aborder, c'est la question de l'éphémère et du temporaire. Donc deux temporalités qui sont ancrées véritablement dans le court terme. Ce qui va différencier le temporaire de l'éphémère, c'est le fait que l'éphémère va posséder un caractère un peu événementiel, voire festif, alors que le temporaire va s'ancrer véritablement dans une logique de court terme ou la valorisation passagère d'un lieu. Donc l'exemple le plus flagrant auquel on pouvait penser pour la question de l'éphémère, c'est celui du pop-up store, puisque sa spécificité temporelle, en fait, elle va reposer sur le fait que les espaces vont être exploités pendant une période festive ou événementielle. Donc, ça peut être une saison en particulier, par exemple la saison estivale qui va être aussi touristique, ou encore un événement, quelque chose de plus festif, par exemple, avant les fêtes de Noël, on va mettre en place des pop-up stores pour valoriser une marque. Leur existence spatiale, donc, elle va reposer véritablement sur l'existence de temporalités éphémères. Le deuxième exemple qui est assez intéressant en termes d'occupation saisonnière, ça va être celui des terrasses de confinement. Un exemple assez particulier, assez inédit, puisqu'on ne voit pas souvent les espaces publics se transformer comme ça.
Donc, la spécificité temporelle en fait de ce projet, c'est le contexte temporel dans lequel il a émergé. En fait, on sortait d'une période de mise en pause du temps urbain, le confinement, donc une temporalité très particulière avec la reprise en quelque sorte du temps urbain, et puis la saison estivale qui permet aussi l'investissement de l'espace public bien plus qu'en hiver. Donc ce contexte temporel très particulier, il a permis de changer l'organisation spatiale de nos villes et de favoriser cet investissement de l'espace public qui en quelque sorte est parti de zéro pendant le confinement à une occupation bien plus importante qu'en temps ordinaire. Le deuxième exemple intéressant pour cette question de l'éphémère et du temporaire, c'est celui de ce parking en Suède, donc dans la ville de Piteå, un parking aux usages réversibles, donc qui est intéressant pour son aspect multifonctionnel. Donc, ce bâtiment qui d'ordinaire est utilisé que pour une seule fonction, encore une fois celui du stationnement, l'accueil de populations d'automobilistes, va devenir multifonctionnel puisque en été et au printemps, les habitants vont pouvoir aller prendre des bains de soleil sur un rooftop végétalisé et qu'en hiver, le bâtiment va s'adapter à la météo en transformant des grands escaliers en pistes de luge pour les plus petits et les plus grands. On voit ici que c'est assez intéressant de voir que le bâtiment s'adapte aux intempéries au sens de contraintes temporelles qui sont liées à une saison en particulier, des contraintes saisonnières, pour exploiter ce qui pourrait être justement pénalisant pour la ville et au contraire le valoriser. Un autre exemple qui peut être intéressant du point de vue de la saison, c'est celui des saisons culturelles, donc qui vont permettre l'occupation d'un espace en particulier pendant un temps donné, de dynamiser cet espace et puis aussi de renouveler l'offre, donc en quelque sorte de renouveler l'intérêt du public dans une temporalité en particulier. On retrouve cette logique dans les théâtres de verdure l'été, le printemps et l'été par exemple. La troisième temporalité que nous voulions aborder, c'est celle du tactique. Donc, elle est liée à l'urbanisme tactique qui s'inscrit en quelque sorte dans la continuité de l'urbanisme temporaire, mais on va avoir une volonté à l'origine plus locale en fait de repenser, de se réapproprier un espace du quotidien. Donc, avec l'occupation d'espaces délaissés, ça peut être par exemple des friches. Par extension, ce terme, on l'utilise aujourd'hui plus généralement pour évoquer des projets d'expérimentation temporaire, mais avec une notion de plus long terme. En ce sens, il va se rapprocher de l'urbanisme transitoire dont on parlera après. Donc l'exemple le plus connu sans doute pour l'urbanisme tactique, c'est celui des coronapistes à Paris. C'est un bon exemple pour démontrer que l'expérimentation urbaine, quelque chose de temporaire, peut installer un usage pérenne sur un territoire. On voit en fait que ces coronapistes, elles devaient répondre à un besoin temporaire pendant la période de déconfinement, donc de décongestion des transports publics et puis aussi répondre à la peur de prendre ces transports publics à cause du virus. Or, aujourd'hui, ces usages temporaires, ils se sont véritablement pérennisés dans de très nombreuses villes. On voit des aménagements cyclables maintenant pérennes. Le deuxième exemple d'urbanisme tactique qui est assez intéressant de ce point de vue temporel-là, c'est celui des superblocks à Barcelone, qui sont en fait des blocs d'immeubles entiers, des quartiers dont les rues ont été totalement ouvertes au public. C'est un exemple qui est assez inspirant puisqu'il est né dans un contexte très particulier qui peut s'apparenter à une crise urbaine, comme par exemple la crise du coronavirus pour les coronapistes, qui était une période de pic de pollution. Donc la mairie de Barcelone, pour s'adapter à cette situation, a décidé de limiter drastiquement le trafic urbain et de développer les mobilités décarbonées au sein de la ville. Donc les deux logiques qui sont à retenir finalement dans ce projet, c'est la notion d'apaisement de l'espace urbain avec
un accès, la volonté de redonner l'accès aux rues, à la fois aux piétons, mais aussi plus généralement aux citadins, qu'on peut mettre en parallèle de la notion de ville du quart d'heure. Et puis la notion d'expérimentation urbaine, puisqu'on voit que des actions ont été mises en place. Par exemple, du point de vue des loisirs, on voit ici sur l'image des personnes qui font un cours de sport ou de yoga en plein milieu de l'espace public. En fait, on voit que de nouveaux usages pérennes se sont implantés dans le quartier, ce qui a en fait du projet un véritable succès et qui a été reproduit près de 15 fois à Barcelone, mais aussi à l'étranger. On peut dresser un parallèle entre cet exemple et l'exemple des rues aux enfants. À Paris, on a dans le cadre d'un appel à projet, des rues se sont fermées aux automobiles pour un jour, pour laisser la place aux enfants de jouer, de réinvestir l'espace public. Ce qui est assez intéressant pour l'aspect multifonctionnel, pour l'intégration des temporalités sociales, ici les générations dans l'espace public, et puis aussi, bien sûr, pour la notion d'apaisement de l'espace urbain. La quatrième temporalité que l'on peut aborder dans cette pyramide temporelle qui se rapproche de plus en plus du long terme, c'est celle de l'urbanisme transitoire. L'urbanisme transitoire, c'est une forme d'urbanisme tactique, mais un petit peu plus poussée. En fait, il va ancrer dans le temporaire une volonté de penser le devenir du site. Donc, chaque action va permettre de créer, d'inspirer les logiques auxquelles vont répondre par la suite le lieu en question. L'urbanisme transitoire, il est souvent mis en place sur des chantiers pour permettre d'exploiter des lieux entre le moment de l'appel d'offres et la livraison complète du projet. Le premier projet dont nous voulions vous parler, c'est bien sûr les grands voisins. Pourquoi vous en parler? Parce qu'il nous semble impossible de ne pas l'évoquer quand on parle de transitoire. Déjà parce que c'est un projet qui est assez avant-gardiste. C'est un des premiers à l'échelle d'un quartier qui a réussi à dépasser les frontières des seuls professionnels de l'urbanisme pour toucher un public beaucoup plus large, des habitants, des commerçants. Donc, on voit qu'il y a eu un véritable travail des équipes sur place de confiance en fait entre ces professionnels de l'urbanisme et toutes les personnes qui ont gravité autour du projet. On a pu voir par exemple des expérimentations en termes de temporalité commerciale assez inédites, notamment sur les baux pour rendre certains projets un petit peu plus faisables. Donc, les baux commerciaux, ils étaient beaucoup plus flexibles et avec des durées beaucoup plus courtes pour que des commerçants, mais aussi des artisans puissent s'implanter sur le site pendant quelques mois ou quelques années. Donc cela, ça a permis véritablement un foisonnement finalement des projets, cette espèce de flexibilité temporelle. Enfin, la troisième notion intéressante sur ce projet-là, c'est la dynamique sociale et solidaire qui est née du projet et qui devrait se pérenniser dans le projet final qui devrait commencer bientôt. Le deuxième exemple en termes d'urbanisme transitoire, c'est celui de Transfert à Nantes. Là encore, un exemple qui est assez connu. En fait, il s'agit d'un terrain qui est exploité avant la mise en chantier d'un nouveau quartier sur une ancienne friche urbaine. Il va lier fabrique urbaine, art urbain et culture. D'un point de vue temporel, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est premièrement le fait que le site a été pensé totalement comme un récit, donc comme une diégèse avec des personnages et des péripéties, ce qui signifie qu'en fait, on connaît le début de l'histoire, mais on n'en connaît pas la fin, on ne sait pas à quoi le site ressemblera dans quelques années. On peut donc dire que ce projet-là, il s'ancre dans une volonté constante de s'adapter aux temporalités, au temps actuel, aux temporalités sociales. Donc, ce qui peut être comparé en quelque sorte aux péripéties, ce qui est rendu possible par une très grande flexibilité qui est celle de l'expérimentation urbaine. Donc, pour illustrer ça, par exemple, pendant le déconfinement,
la programmation culturelle du site, elle a totalement évolué pour faire face à l'afflux de personnes âgées sur le site, ce qui n'était pas du tout le cas avant le confinement. Donc, on voit qu'il y a cette notion d'adaptation en fait dans le temps. La deuxième notion qui est intéressante ici, c'est que le projet essaie véritablement de faire des ponts entre le passé, le présent et le futur du site. Il a été pensé entièrement en cohérence par rapport au passé du site, à son histoire, donc des anciens abattoirs, mais aussi par rapport au futur projet de quartier. Donc l'équipe est partie du territoire, de ses spécificités, de sa morphologie, sa configuration, pour créer l'histoire du projet artistique et culturel. Enfin, le dernier volet assez intéressant pour cet exemple-là, c'est l'expérimentation d'action pour le développement de la nature, donc sur du plus long terme, avec une zone entière qui est dédiée à l'expérimentation environnementale pour voir quelles espèces pourraient facilement se développer dans le futur sur le site, qui est un ancien site pollué. Voilà, donc maintenant je vous propose d'aborder la 5e temporalité, qui est celle du réversible et du modulable. Donc petit à petit, on s'approche de plus en plus de ce long terme. Ici, on peut faire un parallèle avec la ville réversible ou la ville malléable, dont vous a parlé Lola auparavant. Le premier exemple qui est assez intéressant pour cette notion-là, c'est le parking de la Tossé à Tourcoing, qui est un parking 100% modulable et transformable en bureau à long terme. En fait, c'est la structure architecturale du bâtiment, l'exosquelette du bâtiment qui est formé de plateaux ouverts qui permet cela. Les exemples de parking réversible, ils sont assez intéressants parce qu'on peut imaginer qu'à l'avenir, les mobilités vont changer, bien qu'elles rythment encore aujourd'hui beaucoup le temps dans nos villes. On peut imaginer qu'à l'avenir, on verra un petit peu moins de voitures et il faut être capable d'adapter les bâtiments à ces grandes mutations sociales, économiques à l'avenir. Le deuxième exemple qui est intéressant, c'est celui de la construction modulable. On a choisi de vous présenter Agilcare, mais de nombreux acteurs le font également. Cette construction modulable, elle est intéressante parce qu'elle permet d'anticiper le cycle de vie, l'évolution d'un bâtiment et puis sa durée de vie en quelque sorte. Donc, elle va être à la fois éco-responsable et pérenne. Elles permettent donc le réemploi, le circuit court et des constructions qui vont en fait pouvoir se moduler dans le temps, donc avoir de vrais impacts sur le futur des espaces urbanisés. Enfin, la dernière temporalité est celle qui se rapproche le plus de la question du long terme, c'est la question du durable. L'exemple que nous voulions vous montrer, c'est celui de l'écoquartier, qui est l'exemple le plus commun qu'on puisse donner lorsqu'on parle de durable. Donc, ce quartier, nous avons choisi de vous présenter le quartier de Saint-Julien en Genevois, un écoquartier qui s'ancre dans une démarche temporelle par un véritable travail sur les mobilités, donc qui a été conçu entièrement autour de cette notion-là, puisqu'il se situe juste à côté de la gare. Et on a eu des travaux d'investigation sur la question des mobilités douces, par exemple. Il s'ancre aussi dans une démarche temporelle pour l'aspect durable et écologique, avec une volonté de résilience des bâtiments, de limiter l'impact environnemental à long terme et une morphologie des bâtiments et du quartier de manière plus générale bas carbone. Et puis enfin, il est aussi ancré dans une démarche temporelle pour l'intégration des différentes générations au sein du quartier. On a véritablement une volonté de mixer justement ces générations dans ce projet-là. On peut toutefois se demander si le durable, c'est seulement construire bas carbone ou avoir le label écoquartier. Aujourd'hui, les labels, ils ne font pas tout. Et pour nous, la durabilité, c'est aussi penser le temps long du bâtiment, penser sa flexibilité, son évolution dans le temps et finalement la manière dont les nouveaux habitants vont pouvoir se l'approprier. Donc voilà pour cette partie. Je vais donner la main à Lola pour cette dernière partie prospective. Merci Aglaé. Donc, je vais essayer d'aller un petit peu rapidement pour cette partie parce qu'on a déjà dépassé le temps, mais ça nous paraissait important quand même de terminer ce webinaire par tout simplement vous partager aussi
notre expérience, nos actions et puis la vision qu'on a aussi de ces notions qu'on travaille, ces notions de temporalité urbaine et cette tendance de chrono-urbanisme qu'on travaille et qu'on essaye en tout cas d'intégrer un maximum à la fois dans les articles qu'on rédige et dans les projets urbains sur lesquels on est missionné. Nous, on travaille ces problématiques à travers 3 objectifs principaux qui sont préserver quand ils existent déjà ou alors activer quand ils n'existent pas des usages qui soient durables, qui soient fédérateurs, qui soient flexibles et qui assurent une expérience habitante et usagée optimale. Un autre objectif, c'est aussi permettre une appropriation des espaces urbains qui soit complète, qui soit pérenne et qui soit à destination de toutes et tous sur des espaces qui sont publics ou bien privés. Et puis aussi, on l'a déjà dit, pour permettre aussi d'adapter la fabrique urbaine à l'évolution de nos sociétés, à l'évolution de nos modes de consommer, de se déplacer, d'investir la ville. Cela, selon nous, en tout cas, on a essayé de monter une méthodologie pour l'intégrer le plus efficacement possible dans les projets sur lesquels on travaille. Et cela passe par l'insertion du temps long, la co-innovation locale et la création d'écosystèmes d'acteurs. L'insertion du temps long, on essaye de le travailler de diverses manières et d'autres acteurs également, bien sûr, le font, c'est déjà anticiper la vie du bâtiment. Donc, c'est vraiment anticiper son cycle de vie, c'est-à-dire dès le début en pensant circuit court, réemploi de matériaux, pendant la phase exploitation en pensant par exemple multifonctionnalité du bâtiment, mais aussi en fin de vie, en réalisant du coup des ouvrages qui sont réversibles, qui sont modulables ou en tout cas en anticipant le possible recyclage de ce bâtiment. C'est bien sûr et surtout anticiper la future vie des habitantes, des habitants, des usagers et vraiment penser la manière dont toutes ces personnes vont s'insérer, vont vivre et vont interagir à la fois entre elles, mais aussi avec les quartiers existants. Parce que voilà, le temps long, c'est aussi l'idée qu'il va falloir créer du lien entre les quartiers qui existent et les personnes qui vont arriver dans ce nouveau projet. Et ça, c'est surtout un travail d'être au plus près des besoins et des attentes locales. Et en effet, et en plus, l'insertion de ce temps long, ce qui est intéressant, c'est vraiment de la travailler sur toutes les phases d'un projet urbain. C'est-à-dire pas seulement, bien sûr, on pense à la phase exploitation, le fait qu'on crée des usages pérennes pendant la phase d'exploitation, mais c'est aussi très intéressant pour les professionnels de la fabrique urbaine. En tout cas, vous le savez, le projet urbain, c'est déjà de toute façon un temps long. Et du coup, l'idée, c'est aussi de le travailler en phase conception et en phase construction pendant les travaux pour permettre une vraie appropriation de ce projet-là pendant toutes les phases du projet. Ça, c'est difficile à faire seul. Du coup, nous, on sert de la co-innovation locale pour y arriver. La co-innovation locale, c'est un terme qu'on utilise, mais c'est tout simplement le fait de stimuler l'intelligence collective, à la fois avec l'équipe projet, mais du coup aussi avec les acteurs locaux. Donc, comme on vous le disait, les acteurs locaux, ce sont tous les actrices et les acteurs de la ville qui font vivre un quartier quotidiennement, qui activent des dynamiques locales, des collectifs d'habitants, des associations, des entreprises, des commerçants, qui sont une vraie richesse parce que déjà, ils ont tout simplement une fine connaissance du territoire, donc ils vont nous aider à bien comprendre le contexte dans lequel on s'implante, mais aussi et surtout parce qu'on commence à imaginer avec eux, en fait, les futures synergies communes qui peuvent être créées avec eux et avec les nouveaux arrivants. Et donc, ces personnes-là, en fait, la co-innovation locale, ça consiste aussi tout simplement à intensifier des usages fédérateurs, résilients, durables, parce que finalement, les acteurs locaux, ce sont des experts des usages et c'est eux qui vont nous permettre de voir et de comprendre les temporalités qui ne sont pas encore investies et qui restent à investir sur un territoire. Et enfin, tout ce travail-là nous amène à la création d'écosystèmes d'acteurs. L'écosystème d'acteurs, en fait, c'est l'idée qu'on va créer une équipe qui est un petit peu plus large et un petit peu plus complète que l'équipe projet initiale. Et du coup, c'est prendre le temps de pas seulement consulter. L'idée, c'est pas de créer une concertation locale avec ces acteurs-là, mais de les intégrer concrètement à une forme de co-conception, voire de co-construction. Là, j'essaye d'aller un peu rapidement, mais pour vous donner une idée, par exemple, donc co-conception, c'est les intégrer aux réunions, aux discussions qu'on a avec les équipes projet, c'est les faire participer concrètement au projet. Et ça peut aller jusqu'à de la co-construction,
quand, par exemple, on a des acteurs qui ont l'envie, bien sûr, hein, de s'engager dans un projet. Très récemment, on était sur une commune dont l'identité était très artisanale, par exemple. Il y avait un grand collectif d'artisans locaux. Et ben, on a intégré ces artisans à l'équipe de paysagistes pour co-construire le mobilier urbain, par exemple. Voilà, ce sont des actions comme ça très concrètes. L'écosystème d'acteurs, il est aussi construit avec des acteurs innovants, ce qu'on appelle nous des acteurs innovants. Ce sont, en fait, l'idée c'est que ces compétences-là, ces sujets-là, ils ne sont pas toujours investis localement. Quand ils le sont, c'est super et on travaille avec. Maintenant, dans des sujets comme l'électromobilité ou la signalétique urbaine, le design urbain, etc., on ne trouve pas forcément des personnes qui le font localement. Et dans ce cas-là, on va les chercher ailleurs pour compléter, en fait. Ils viennent vraiment en complémentarité de l'écosystème local déjà présent. Et donc là, on travaille le temps de diverses manières, déjà simplement parce que ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps de rencontrer ces personnes, de comprendre comment on peut les intégrer, comment on peut travailler ensemble dans un projet urbain. Ça prend du temps aussi de coordonner tous ces acteurs. L'idée, c'est pas seulement d'aller rencontrer un collectif d'habitants, de donner leur numéro à l'équipe projet. Non, l'idée, c'est vraiment de coordonner tout cet écosystème et de travailler vraiment en bonne intelligence tous ensemble. Et puis aussi, des fois, on va jusqu'à accompagner des porteurs de projets. Donc ça aussi, c'est un temps qu'il faut prendre et qui est très intéressant, mais qui est long. Et enfin, on travaille le temps parce qu'on pense, en tout cas, que l'insertion du temps long, la co-innovation locale et la création d'écosystèmes d'acteurs, c'est ce qui va permettre de créer un lien pérenne entre l'existant et le futur. Et donc, c'est ce qui va permettre une appropriation complète du futur projet par les habitants et les acteurs qui sont déjà présents sur le territoire et par les futurs arrivants. Pour finir rapidement, vous l'avez compris, on ne parle pas du temps dans la vie, mais vraiment des temps au pluriel. Ces temps, ils sont construits de rythmes qui vont s'accélérer pendant des phases de forte urbanisation ou avec le digital, le développement de la smart city. Ils vont aussi ralentir pendant des périodes de crise économique ou sanitaire. Celles et ceux qui sont en ville en ce moment le remarquent certainement que les rythmes sont plutôt mis sur pause. Et puis des fois, ils vont jouer aussi avec la fabrique urbaine et créer comme ça des dynamiques temporaires. Et je voulais finir ce webinaire par ce terme d'urgence qu'on entend de plus en plus, qui est presque un petit peu anxiogène des fois, l'urgence sanitaire, la crise sanitaire qu'on entend beaucoup aujourd'hui, l'urgence sociale et l'urgence climatique, qui pour le coup sont des sujets qu'on entend depuis un peu plus longtemps et qui sont très importants, surtout dans la fabrique urbaine. Et nous, forcément, on se pose un peu la question chez LDV, qu'est-ce que ça veut dire cette urgence? Est-ce que ça veut dire qu'il faut travailler beaucoup plus vite? Est-ce que ça veut dire que les rythmes vont s'accélérer? Comment on intègre cette sémantique autour de l'urgence dans notre travail? On s'est posé la question, évidemment, et pour nous, l'idée, c'est justement de ne pas forcément travailler dans l'urgence. Au contraire, c'est plutôt prendre le temps de regarder un petit peu en arrière, de voir les erreurs qui ont été faites et d'essayer de les corriger, de regarder en arrière aussi pour voir toutes les choses positives qui ont été faites et de s'en inspirer, et de réinventer la fabrique urbaine par la confiance, l'expérimentation et l'intensification. Donc la confiance qu'on va placer envers ces acteurs locaux dont on parle là depuis le début du webinaire, qui sont, nous, qu'on qualifie comme ciment de nos villes et qui sont intrinsèquement liés à la fabrique urbaine, mais aussi confiance envers de nouveaux acteurs et des nouvelles actrices. Récemment, on voit beaucoup plus de maîtrise d'usage dans les projets urbains. On voit aussi plus de sociologues et d'écologues qui s'emparent de ce sujet urbain et qui sont des personnes très intéressantes à intégrer dans nos domaines. L'expérimentation urbaine, expérimenter, c'est prendre des risques pour le coup, c'est tester, c'est essayer et s'aventurer un peu dans de nouvelles choses et avec de nouvelles personnes. Et l'expérimentation, c'est aussi anticiper la durabilité et travailler le long terme. Et enfin, l'intensification urbaine, bien sûr, mais surtout et aussi l'intensification des liens sociaux, l'intensification des acteurs, des actions en faveur du développement durable et bien sûr l'intensification d'usages résilients, fédérateurs, durables. Ces trois enjeux-là, c'est bien sûr des enjeux, voilà, c'est une vision prospective qu'on voulait partager avec vous, mais c'est des enjeux qu'on retrouve dans des mouvements comme l'urbanisme frugal, l'urbanisme circulaire
qui sont pour nous aujourd'hui des nouveaux modes de faire qui sont vraiment inspirants et pour le coup qui sont très optimistes pour le futur de nos villes. Voilà, ce webinaire est terminé. Merci beaucoup à toutes et à tous de nous avoir suivis, d'avoir écouté jusqu'au bout notre présentation. J'espère que le contenu vous a plu et que vous avez appris des choses. N'hésitez pas à nous contacter ou à nous poser des questions là sur le chat Zoom si vous en avez. Pour le dernier webinaire, il y a quelques personnes qui nous ont plutôt contacté par mail et c'était intéressant aussi de vous parler individuellement au téléphone ou par mail pour des sujets un peu plus précis. On vous invite à suivre nos actualités si vous voulez vous tenir au courant aussi du prochain webinaire qu'on va organiser. Dont on garde encore le sujet secret, mais qui arrivera d'ici mi-décembre. Donc, on vous laisse suivre un peu nos actualités si vous voulez vous inscrire. On va bientôt lancer les inscriptions pour le prochain. Et puis, voilà, on va regarder les questions s'il y en a. Mais merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire et à très bientôt, on l'espère.